Bonjour et bienvenue dans le podcast MLB de The Free Agent. Aujourd'hui, je serai encore seul à vous parler de baseball et d'un bilan de ce premier mois de compétition en MLB. La saison avait débuté le 1er avril et on le sait, le premier mois de compétition peut être assez bizarre dans bien des niveaux. Les équipes se cherchent encore. On tire toujours énormément de conclusions assez hâtives. Mais celui-ci, malheureusement, ne déroge pas à la règle. Si on prend d'un point de vue absolument statistique, et on va commencer cette rétrospective du mois d'avril par cet angle-là, d'un point de vue statistique, on est en train de revivre des années très très faibles dans bien des catégories, et on arrive à une année qui est proche de celle de 1968. C'est pour vous dire à quel point on remonte assez loin en termes statistiques. La moyenne au bâton, si on commence par ça, le plus facile à analyser. Si on prend la moyenne au bâton de l'ensemble des joueurs qui ont frappé au bâton au mois d'avril, on est à 23,2%. Ce n'est pas seulement la pire moyenne depuis les époques des années 60, et en particulier on revient toujours à 1968, où on avait des lanceurs comme Bob Gibson, où on avait des moyennes de points mérités concédés à 1,12 si on parle de Bob Gibson. Mais cette stat de 23,2% serait la pire de tous les temps en MLB. Et pourtant, 1968 était une année assez particulièrement mauvaise pour les frappeurs. Si on parlait de Bob Gibson avant, les frappeurs tournaient à 23,7%. Et pourtant, il me semble avoir lu, vu et entendu plusieurs fois que cette saison 68 était pourtant plutôt intéressante en termes d'action sur le terrain. Si on prend d'autres statistiques, on va en prendre 4 qui sont assez significatives. C'est celles qu'on va reprendre assez régulièrement, que ce soit notamment pour les joueurs. Mais le on-base percentage est de 30,9%, à savoir le plus bas pourcentage depuis, encore une fois, 1968. Le slugging percentage, on est à 38,9, c'est le plus bas niveau depuis 2014. L'OPS est à 69,8 et c'est le plus bas niveau depuis 1989. Le nombre de coups sûrs par match, ça aussi, plutôt intéressant parce que c'est quelque chose qui découle d'une moyenne au bâton qui peut être basse. Et bien là aussi, on est à 7,63 coups sûrs par match, soit le plus bas niveau de tous les temps. Petite question, tiens, et vous qui êtes en train d'écouter l'épisode, essayez d'y répondre là avant que je donne la réponse. Est-ce que vous savez combien de fois dans l'histoire de la MLB et du baseball nous avons eu un taux de points par match aussi bas, puisque il est cette année, pour l'année 2021, il est à 4,25 par équipe, associé à un taux de home run aussi élevé, on va dire, qui est à 1,14 par match. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver la réponse. Ting, 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 tum, tum, tum. Eh bien, c'est jamais. Jamais on a eu une corrélation, une telle corrélation dans l'histoire de la MLB. Alors, on va chercher forcément des raisons. Est-ce que les lanceurs sont trop performants ? Est-ce que les frappeurs ne sont pas assez bons ? Eh bien,
jamais le différentiel entre les éliminations au marbre et le nombre de coups sûrs, donc si vous faites la soustraction des deux, ça n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire de la MLB, et de loin. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des situations où le nombre d'éliminations au marbre a été plus important que le nombre de coups sûrs réalisés, mais là, ça prend des proportions absolument incroyables. En 2021, on est à 1096 de différentiel. Donc au total, vous avez un peu plus de 6900 éliminations au marbre déjà recensées, contre 5800 coups sûrs. On prend 3 autres mois en point de comparaison. Vous avez septembre 2019, ce différentiel était de 705. Avril 2019, il était 2 fois moindre, on était à 529. Et puis en septembre 2020, toujours, donc visiblement avril et septembre sont des mois particulièrement propices aux éliminations au marbre, on était à seulement 496. Alors évidemment, si on prend ce côté-là de savoir est-ce que effectivement ce sont les lanceurs qui sont vraiment trop performants, bah oui, on va prendre tout de suite un exemple, on va prendre l'exemple de Jacob de Grom. Bon, même si le pauvre, il n'est pas forcément aidé par l'attaque des Mets, mais il s'aligne sur les meilleurs en termes d'élimination au marbre, sur ses départs, sur ses 5 départs. Il a rattrapé Nolan Ryan. Enfin, on parle quand même de Nolan Ryan. On a eu déjà, allez, 3 no-hitters. On va compter Madison Bumgarner dans les no-hitters. Donc, oui, peut-être qu'il y a cet effet d'avoir des lanceurs qui sont extrêmement performants, qui lancent encore plus vite, et on en parlera d'un notamment quand on parlera des joueurs, mais il y a peut-être là-dessus, et il y a des expérimentations qui sont faites, notamment pour reculer encore le monticule, pour peut-être diminuer cet impact et avoir un peu plus de coups sûrs, un peu plus de points marqués dans chacun des matchs. Et on le sait, la MLB aime beaucoup regarder ce genre d'expérimentation pour garder ses fans. Mais si on regardait du côté des frappeurs maintenant. Alors du côté des frappeurs, le nombre de home runs par match n'a jamais été aussi bas depuis 2016. On est à 1,14, comme on le disait avant. Comment ça peut s'expliquer? Alors, quand on s'entraîne quand les frappeurs s'entraînent, ils sont entraînés à lever la balle le plus haut possible, simplement pour l'envoyer le plus loin possible dans le champ extérieur, pour avoir le plus de temps possible, bien entendu, pour rejoindre à minima la première base, et pourquoi pas aller jusqu'à la deuxième, voire la troisième, et donc multiplier considérablement les chances de scorer. Pourtant, le nombre de doubles réalisés a diminué très fortement. Et si on regarde, et ça The Athletic l'a très bien fait, ils ont sorti un papier là-dessus, si on regarde l'angle moyen avec laquelle la balle part au contact de la batte, le résultat est seulement de 11 degrés. Donc il n'est pas plus haut, par exemple, qu'en 2019 où il était de 13 degrés. Alors est-ce que justement les défenses, pour le coup, annihileraient ces frappeurs qui arrivent à frapper, on le sait maintenant, plus loin, plus fort, eh bien, la MLB serait tentée de dire oui. Parce que vous avez certaines expérimentations qui sont en train d'être faites, et notamment dans les ligues mineures en Double A, où les défenses ne peuvent pas changer de position comme elles le souhaitent à chaque nouveau frappeur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat, et d'ailleurs, si vous voulez répondre sur les réseaux sociaux, allez-y. Est-ce que les changements de position défensive doivent être limités pour que le spectacle soit plus élevé? Dites-le nous. Mais ces expérimentations qui sont en cours attirent forcément l'œil à la fois des front office, mais aussi de la MLB qui cherchent toujours à améliorer, on va dire à améliorer le jeu pour le rendre plus spectaculaire à chaque nouvelle année. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessés aussi? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est regardé, parce que
c'est pas pour donner des excuses à certaines équipes, hein. On le voit par exemple, les Brewers ont une liste de blessés longue, longue comme le bras, et pourtant, je crois qu'ils sont premiers de leur division. Donc si on prend des noms qui ont été placés sur ces listes de blessés, alors effectivement, on va vous dire Juan Soto, Christian Yelich, Cody Bellinger, et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, d'un point de vue purement statistique, par rapport à 2019, il y a plus de joueurs qui ont été placés sur la liste des blessés en 2021, 11% à peu près. Cependant, lorsqu'on regarde attentivement la typologie de ces blessures, c'est souvent des blessures qui reviennent en avril. C'est les ischios, c'est l'aine, les obliques. C'est des blessures musculaires qui ne sont pas forcément profondes et qui ne sont pas forcément très graves sur le long terme, mais qui sont dues à une reprise d'activité intense après plusieurs mois d'inactivité. Parce que le spring training, on peut en dire ce qu'on veut, on n'est pas en termes d'intensité sur un match de saison régulière ou de playoff de MLB. Et même les Yankees ont été quand même plus ou moins épargnés par les blessures, alors que eux, quand même, c'était la grosse interrogation qu'on avait vis-à-vis de la franchise, puisque toutes les années précédentes, l'infirmerie était toujours remplie, mois après mois. Donc, c'est dire. Pourtant, il y en a quand même et pourtant, il y a certains qui ont été épargnés par toutes ces blessures et qui ont profité de ce mois d'avril pour éclater ou même confirmer qu'ils faisaient partie de cette grande ligue. Et on en arrive, on va dire, à la deuxième grosse partie de notre émission et de ce bilan du mois d'avril. Quels sont les joueurs un petit peu qui nous ont bluffés? Alors, on a eu la belle histoire, et celle-ci, franchement, elle est vraiment sympa. C'est Akil Badou avec les Tigers qui a fait un début de saison, quelques premiers matchs absolument fantastiques, des home runs, des walk-offs. Enfin, voilà. On a tous été charmés et émerveillés. En plus, c'était sous les yeux de ses parents. Donc, c'est la belle histoire. Mais il y a eu aussi celle, pardon, de Yermin Mercedes des White Sox. Pour son premier mois complet en MLB, il tourne en moyenne au bâton à 41,5%. Donc, si on prend les frappeurs, oui, 41,5%, mais moi en me le disant, j'en reviens quasiment pas. Si on prend les joueurs qui sont apparus sur le marbre, qui ont fait une apparition au bâton qui en ont fait au moins 75, il bat le record d'Aldémis Diaz en 2016 qui culminait à 42,3%. Vraiment, c'est vraiment un poil de cul que ça se joue. Et est-ce que c'est assez pour en faire un rookie de l'année? Bon, on n'est que au mois d'avril. Les White Sox se mettent en route petit à petit. Ils sont deuxième de leur division, juste derrière les Royals. Donc, bien entendu, c'est encore trop tôt pour le dire, mais 41,5% au bâton, c'est génial, c'est tout simplement incroyable. L'autre joueur qu'on a choisi, c'est Byron Buxton. Et oui, Byron Buxton, des Twins, qui ne sont pas forcément dans la meilleure configuration cette saison, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais quand on regarde sa ligne de stats sur ce mois d'avril, on comprend un peu mieux pourquoi on va parler de lui. 42,6% au bâton, 46,6% en OPS, 89,7% en slugging percentage. Alors, série de chiffres, évidemment, vous qui connaissez bien le baseball, vous vous dites, ah oui, effectivement, on est sur une belle ligne de stats, mais qui pour faire aussi bien, voire même mieux que lui? Alors, maintenant, je vais vous demander de vous asseoir. Henry Aaron en 1959, Barry Bonds en 2004, George Brett en 1983, Larry Walker en 1997, tous avec au moins 60 apparitions au marbre. Et en plus de ça, Byron Buxton, c'est pas qu'un impact en attaque avec sa réussite et ses statistiques qu'on lui connaît maintenant. Il est aussi décisif en défense depuis le champ centre. Il n'y a qu'à voir en fait les top 5 qu'on vous concocte tous les matins. Il y est
très régulièrement pour faire des plongeons, des glissades, voler des home runs, après voilà, des longues courses. Alors s'il y en a bien un qui, parmi les Twins, sort la tête de l'eau, je crois bien que c'est bien Byron Buxton. On va partir du côté de la Californie et de la côte ouest, et on va parler de Shohei Ohtani. On est obligé. S'il faisait pas partie de tous ces joueurs, je pense qu'on aurait pris un gros taquet sur les réseaux sociaux par la suite. Mais c'est du jamais vu. C'est simplement du jamais vu depuis 100 ans. Et la légende de ce sport qu'est Babe Ruth. Babe Ruth, le mec qu'on ne veut pas toucher. C'est Dieu. C'est lui la référence pour les Américains. Donc que ce soit au lancer, où il a été capable de lancer à plus de 100 miles à l'heure, ils sont que deux avec Jacob deGrom, ou au bâton avec des missiles à 119 miles à l'heure, où là aussi, ils sont que deux avec Giancarlo Stanton, Shohei Ohtani, il émerveille à chacune de ses sorties. Il revient de blessure en plus, donc c'est incroyable. On pourrait penser qu'après la blessure qu'il a eue, voilà, ils mettent du temps à revenir, ils n'osent pas non plus frapper ou lancer aussi fort et aussi vite qu'il aimerait le faire. Et pourtant, eh ben, il est là. Et avec Mike Trout, ils sont en train de porter les Angels, nos amis des Angels, dans une division qui est extrêmement relevée, parce que sur 5 équipes, vous en avez quand même 4 qui sont à plus de 50%, et c'est très 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 serré. Alors les Angels sont qu'à 13-13, et ils sont qu'à 2 matchs et demi des A's, mais voilà, il est là, et ce qui fait de pouvoir jouer 2 positions en même temps au meilleur niveau qui soit, c'est juste dingue. Donc merci Shohei de nous proposer ça à chacune de tes sorties, et continue comme ça, parce que ça profite à tout le monde. On a parlé des joueurs, et on va parler maintenant des équipes. Ces équipes qui nous ont alors soit émerveillés, alors émerveillés c'est peut-être un grand mot, mais qui nous ont plu ce mois-ci, ou celles aussi où on se dit ah, c'est peut-être pas le meilleur début de saison, et puis la suite sent pas forcément très très bon. Alors on va commencer par le côté positif, et on va parler de ceux qui ont réalisé la plus grosse série de ce mois d'avril, les A's d'Oakland. 13 victoires consécutives, dont un 14/15. Vous vous rendez compte? 13 victoires consécutives, surtout après avoir commencé à 0-6. 0-6 après 6 matchs, tout le monde les voyait au fond du seau et incapables d'être au niveau où on devait les attendre. Seuls les Brewers de 87 ont réussi à remporter 13 matchs de suite à un moment donné en avril. Et en plus de ça, aucune équipe n'avait réussi l'exploit de faire ce genre de série, de gagner autant de matchs sur un mois consécutif. Et pourtant, alors même s'ils sont premiers de leur division, ils ont terminé le mois d'avril avec un différentiel de points négatif. -4. Alors là, je vous le dis en direct, avec les premiers matchs qu'il y a eu au mois de mai, le différentiel est même tombé à -6. C'est quand même compliqué à analyser, c'est quand même une équipe qui est difficile à lire, et pour les parieurs, pour ceux qui écouteront ce podcast, c'est pas facile non plus de savoir à quoi s'en tenir avec ces Athletics, et on en sait forcément quelque chose. Là, on va parler de 2 équipes, parce qu'on va parler de cette rivalité qui est née en avril 2021, et on pourra le marquer d'une pierre blanche dans les livres d'histoire de la MLB. La rivalité Dodgers-Padres qui fait du bien à ce sport, qui fait du bien à la MLB. Je pense qu'ils en avaient besoin, et que cette rivalité qu'on avait peut-être un petit peu entrevue quand même la saison dernière, et qui s'est vraiment confirmée avec l'intersaison que les deux équipes ont faite, et surtout les Padres, ça nous a sans doute donné, les 2 séries qu'on a eues au mois d'avril nous ont donné un avant-goût sans doute de ce qui allait se passer au mois d'octobre prochain, clairement. Et encore, les 2 équipes n'étaient pas au complet, donc ça montre qu'on va avoir droit à des choses exceptionnelles, et dès le mois de juin, dès le 21 juin, avec la prochaine série au Petco Park,
qui va, qui doit être marquée. Marquez-le tout de suite dans vos calendriers pour ne pas la rater. Là, ça m'y fait penser, c'est la passe d'armes sur Twitter entre Fernando Tatis et Trevor Bauer après leur affrontement. Enfin, voilà, c'est le symbole de cette nouvelle rivalité. C'est le moment où Fernando Tatis Junior qui a choisi pour exploser. Il revenait de blessure, il s'est dit c'est le moment au Dodger Stadium, 22 ans après son père, de refaire exactement la même chose. 2 home runs, un match, un home run le match suivant. Voilà, tout comme son papa au Dodger Stadium. Donc c'est absolument génial. Ces deux équipes ont un potentiel en plus offensif qui est monumental. Et puis si on regarde la rotation, je crois que les superlatifs vont finir par nous manquer pour qualifier ces deux équipes. C'est juste génial. On en redemande. La MLB, s'il vous plaît, plus de matchs comme ça entre les Dodgers et les Padres. Et d'ailleurs, et c'est la bonne nouvelle, je ne l'ai pas dit en introduction, j'aurais peut-être dû le faire, mais les audiences TV qui ont augmenté, jamais la MLB a eu des audiences aussi hautes ces dernières années. Donc c'est sûrement dû aussi à cette rivalité, mais c'est génial. Il y a 19 matchs en tout cette saison entre ces deux équipes. Donc faites bien en sorte de n'en rater aucun, s'il vous plaît. Nous, en tout cas, on n'en ratera aucun. Et puis pour terminer cet épisode récap de ce premier mois de saison régulière de MLB, on va parler des deux équipes qui sont un peu les mauvaises surprises de cette saison. Pourtant, elles étaient données favorites, l'une comme l'autre. Alors, à des degrés moindres. Mais si on commence par les Twins, ils ont eu un départ calamiteux. Aujourd'hui, ils ont un bilan de 10-16. Ils sont avant-derniers de leur division. Ils sont juste devant Détroit. Ils sont à 6 matchs de Kansas City. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on attendait forcément des Twins. Alors on a parlé de Byron Buxton qui surnage un petit peu, mais ça les prive quasiment de playoffs. Si on regarde les stats et si on regarde l'histoire de la MLB, on peut déjà faire une croix sur les Twins en playoffs. Malheureusement cette saison, parce que il y a que 2 équipes dans l'histoire de la MLB qui ont réussi ce miracle. On peut parler de miracle, de renverser la vapeur aussi fortement. C'est les Braves de 1914, voilà, et les Rangers de 2015. Donc il n'y en a que 2 qui ont réussi à faire ça. Donc les Twins, à moins d'un miracle, on ne les verra pas en série éliminatoire cette année. Alors la deuxième équipe, la situation n'est pas la même, mais pour eux, les attentes étaient beaucoup plus hautes. C'est les Yankees. Ils étaient deuxième favori derrière les Dodgers pour les World Series. Et ils sont pas dans la situation des Twins. Ils sont à un bilan étal. Ils sont à 14-14 maintenant, on va dire. Au moment où on se parle, ils sont à 14-14. Ils sont à 2 matchs et demi des Red Sox, qui sont premiers, autre équipe qu'on aurait pu mettre dans notre bilan. D'ailleurs, on salue les Red Sox parce que effectivement, ils ont surpris beaucoup de monde avec une belle série, eux aussi. Pas aussi longue que celle des A's, mais une bonne série, eux aussi. Mais c'est le manque de consistance qui est un réel problème pour les Yankees. L'attaque, si on regarde un petit peu plus en profondeur, l'attaque, elle est seulement 22e de la MLB. Et pourtant, sur le papier, on parle de DJ LeMahieu, on parle de Giancarlo Stanton, on parle de Aaron Judge, on parle de Luke Voigt, on parle de Clint Frazier, on parle de Joe Urshela. On parle quand même d'un line-up qui est quand même capable de vous sortir un home run à chacun des passages au bâton. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Preuve en est. Alors, voilà, là, actuellement, c'est leur série la plus longue de la saison. Ils sont à 3 victoires consécutives. Mais ils n'ont jamais réussi à enchaîner. Il y a les soucis du bullpen aussi, qui continuent, et de la rotation, qui sont toujours présents. À part Gerrit Cole, il n'y a que Losaïga qui sort un peu la tête de l'eau.
Mais voilà, c'est décevant. C'est décevant et en tant que moi-même fan des Yankees, c'est pas assez triste. La saison est encore longue et puis ils sont à un bilan de 50%, donc il y a encore, il y a encore beaucoup de chemin. Mais ils ne devraient pas être dans cette situation-là et les favoris qu'ils étaient au World Series ne le sont peut-être plus forcément après ce mois d'avril. Alors, avant que on prenne un gros coup sur les réseaux sociaux et que vous veniez nous dire ah mais t'as oublié ça, t'as oublié ça. Si on vous a oublié, si on a oublié votre équipe favorite et que vous trouvez qu'elle est très bonne et il y en a d'autres. J'ai parlé des Royals qui sont premiers de leur division. On a parlé des Red Sox, les Blue Jays qui tournent très bien, Vlad Guerrero Jr. qui réussit très bien, qui après sa métamorphose physique de l'été et enfin de l'hiver réussit bien aussi sur le terrain. Donc désolé si on ne peut pas citer tout le monde parce que sinon on y passerait des heures et des heures. Mais sachez qu'on pense à vous et que quand on regarde les matchs, on est très content pour chacune de vos franchises si elles réussissent très bien à ce niveau. Eh bien, c'est la fin de notre épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast MLB de The Free Agent.